Et si tout ce que l'on vous a enseigné sur les origines de la civilisation était incomplet? Et si, quelque part dans les déserts brûlants de l'Irak moderne, sous des couches de sable accumulées pendant des millénaires, dormait une vérité que personne n'osait chercher? Imaginez un instant que les tablettes cunéiformes que nous pensions avoir entièrement déchiffrées contenaient en réalité un message caché. Un code que les archéologues du XXe siècle n'avaient pas les outils pour comprendre. Imaginez que ce message remette en question non seulement notre compréhension de l'ancienne Mésopotamie, mais également notre vision de l'humanité tout entière, de ses capacités, de ses origines véritables. On nous a appris que la civilisation a émergé progressivement, que les premiers humains étaient des chasseurs-cueilleurs primitifs qui, lentement, au fil des millénaires, ont appris à cultiver la terre, à domestiquer les animaux, puis à construire des villages qui sont devenus des villes. On nous a raconté que l'écriture est née il y a environ 5000 ans en Mésopotamie, que les Sumériens étaient les premiers à graver leurs pensées dans l'argile, créant ainsi les fondations de notre monde moderne. Cette histoire est belle, rassurante même. Elle nous donne l'impression d'une progression logique, d'une humanité qui avance pas à pas vers la lumière de la connaissance. Mais une série de découvertes récentes, effectuées dans les profondeurs oubliées du sud de l'Irak, suggère quelque chose d'impossible. Quelque chose que les manuels scolaires ne mentionneront probablement jamais. Des tablettes enfouies depuis 5 millénaires, protégées par les ruines d'un temple dont l'existence même était inconnue, viennent de révéler des informations qui font trembler les fondations de l'archéologie conventionnelle. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble 3 éléments qui changent tout. D'abord, des artefacts physiques dont la précision défie toute explication logique pour l'époque. Ensuite, des données géologiques qui confirment des événements que la science considérait comme impossibles. Et enfin, des récits mythologiques que nous avons longtemps ignorés, mais qui prennent soudain un sens terrifiant à la lumière de ces nouvelles preuves. Alors, installe-toi confortablement. Laisse ton esprit s'ouvrir, car ce voyage que nous allons entreprendre ensemble nécessite que tu abandonnes, ne serait-ce que pour quelques instants, les certitudes que l'on t'a inculquées. Je suis ravi de t'accueillir sur cette chaîne, où nous explorons les recoins les plus obscurs de notre passé collectif, où nous osons poser les questions que d'autres préfèrent éviter. Ici, nous ne cherchons pas à confirmer ce que nous savons déjà. Nous cherchons à comprendre ce que nous avons peut-être oublié. Détends-toi et ouvre ton esprit, car ce que nous allons découvrir ensemble défie toute logique conventionnelle. Si tu apprécies ce type de voyage dans les mystères de notre passé, si tu aimes remettre en question les récits officiels et explorer les zones d'ombre de l'histoire, alors n'hésite pas à t'abonner pour ne manquer aucune de ces explorations. Et maintenant, plongeons dans les sables du temps. La Mésopotamie. Ce nom résonne comme un écho lointain dans les couloirs de l'histoire humaine, l'histoire humaine. Entre le Tigre et l'Euphrate, dans ce croissant fertile que les anciens appelaient le berceau de la civilisation, nos ancêtres ont posé les premières pierres de tout ce que nous sommes aujourd'hui. L'écriture, les mathématiques, l'astronomie, le droit, l'urbanisme, tout est né là, dans ces plaines aujourd'hui arides, mais autrefois verdoyantes. Selon le récit officiel, les Sumériens sont apparus vers 3500 avant notre ère, surgissant presque de nulle part pour établir les premières cités-États de l'histoire. Uruk, Ur, Eridu, Lagash, ces noms évoquent des temps si reculés qu'ils semblent presque mythiques. Et pourtant, ces villes ont réellement existé. Leurs ruines dorment encore sous les sables de l'Irak moderne, témoins silencieux d'une grandeur passée. Pendant plus d'un siècle, les archéologues ont fouillé ces sites avec patience et détermination. Ils ont exhumé des milliers de tablettes cunéiformes, ces petites plaques d'argile couvertes de caractères en forme de coin, gravées avec des roseaux taillés. Ces tablettes nous ont révélé les détails quotidiens de la vie sumérienne. Les transactions commerciales, les inventaires de temples, les hymnes aux dieux, les listes royales qui remontent à des époques si anciennes qu'elles se perdent dans la légende. Mais voici où l'histoire devient étrange. Voici la fissure dans le récit officiel, le glitch dans la matrice de notre compréhension. En 2023, une équipe internationale d'archéologues, travaillant dans une région du sud de l'Irak, longtemps considérée comme secondaire,
a fait une découverte qui a d'abord semblé routine. Sous les fondations d'un temple dédié à Enki, le dieu sumérien de la sagesse et des eaux souterraines, ils ont trouvé une chambre scellée. Cette chambre n'apparaissait sur aucun plan connu. Elle n'avait jamais été mentionnée dans les textes que nous avions déchiffrés jusque-là. À l'intérieur, protégée par des jarres d'argile soigneusement disposées, se trouvaient plus de 300 tablettes cunéiformes dans un état de conservation remarquable. Mais ce qui a véritablement stupéfié les chercheurs, ce n'est pas leur nombre ni leur état, c'est leur contenu. Ces tablettes, une fois déchiffrées grâce aux nouvelles technologies d'intelligence artificielle qui permettent désormais d'analyser les textes cunéiformes avec une précision inégalée, ont révélé des informations qui ne correspondent à rien de ce que nous connaissions. Elles décrivent des techniques de construction, des calculs mathématiques, des observations astronomiques d'une sophistication telle qu'elle semble impossible pour une civilisation que nous considérions comme naissante. Et le plus troublant, peut-être, c'est que ces tablettes font référence à une époque antérieure. Elles parlent d'un temps avant le déluge, d'une civilisation qui existait des millénaires avant les Sumériens eux-mêmes. Une civilisation dont les Sumériens n'étaient, selon ces textes, que les héritiers, les gardiens d'un savoir transmis depuis des temps immémoriaux. La thèse que nous allons explorer aujourd'hui est donc la suivante. Et si les Sumériens, loin d'être les inventeurs de la civilisation, n'en étaient que les préservateurs? Et si le véritable berceau de l'humanité civilisée était bien plus ancien, bien plus avancé et bien plus mystérieux que tout ce que nous avions imaginé? Commençons par les preuves physiques, les artefacts que l'on peut toucher, mesurer, analyser. Car avant de nous perdre dans les spéculations, il est essentiel de nous ancrer dans le tangible. Parmi les tablettes découvertes dans cette chambre secrète, plusieurs contiennent des schémas techniques, des dessins gravés dans l'argile avec une précision qui défie l'entendement. L'un de ces schémas représente ce qui semble être un système hydraulique complexe, un réseau de canaux et de réservoirs destinés à irriguer de vastes étendues de terre. Ce n'est pas en soi surprenant. Les Sumériens étaient connus pour leur prouesse en matière d'irrigation. Mais ce qui laisse, c'est l'échelle de ce système. Les calculs accompagnant le schéma indiquent des distances de plusieurs centaines de kilomètres, des volumes d'eau exprimés en unités que nous n'avions jamais rencontrées auparavant. Les chercheurs ont d'abord pensé à des erreurs de transcription, à des exagérations symboliques. Mais lorsqu'ils ont comparé ces schémas avec des images satellites modernes de la région, une correspondance troublante est apparue. Sous les sables du désert irakien, les capteurs infrarouges des satellites ont révélé des traces anciennes de canaux. Des canaux dont le tracé correspond presque exactement au schéma de ces tablettes millénaires. Des canaux qui s'étendent sur des distances considérables, reliant des sites que nous pensions isolés les uns des autres. Plus troublant encore, les analyses géologiques de ces traces suggèrent qu'elles sont bien plus anciennes que la période sumérienne classique. Les sédiments qui les recouvrent, les couches de limon et de sable accumulées par les crues successives du Tigre et de l'Euphrate indiquent une origine remontant à au moins 7000 ans avant notre ère, soit 4 millénaires avant l'émergence supposée de la civilisation sumérienne. Comment une société de chasseurs-cueilleurs, qui commençait à peine à découvrir l'agriculture selon notre chronologie officielle, aurait-elle pu concevoir et construire un tel réseau? La question reste sans réponse satisfaisante. Mais les canaux ne sont pas le seul mystère physique révélé par ces découvertes. Parmi les artefacts exhumés de la chambre secrète, les archéologues ont trouvé une série de cylindres en pierre d'une finesse extraordinaire. Ces cylindres, fabriqués dans un matériau proche du diorite, une roche extrêmement dure que l'on trouve dans les montagnes lointaines de l'actuel Oman, présentent des gravures microscopiques. À l'œil nu, ces cylindres semblent simplement décorés de motifs géométriques élégants. Mais lorsque les chercheurs les ont examinés au microscope électronique, ils ont découvert quelque chose d'incroyable. Les gravures contiennent des inscriptions, des symboles cunéiformes, miniaturisés à une échelle qui semble impossible à réaliser avec les outils de l'époque. Certains de ces caractères ne mesurent pas plus d'un dixième de millimètre de large. Pour graver de tels symboles dans une pierre aussi dure que le diorite, il faudrait des outils d'une précision comparable à ceux que nous utilisons aujourd'hui pour fabriquer des microprocesseurs. Et pourtant, ces cylindres ont été datés grâce à l'analyse des couches sédimentaires environnantes.
Ils remontent à environ 4500 ans avant notre ère. Les sceptiques suggèrent des techniques que nous n'aurions pas encore comprises, des méthodes perdues que les anciens maîtrisaient et que nous avons oubliées. C'est possible. Mais cette explication, aussi raisonnable qu'elle puisse paraître, soulève une question encore plus troublante. Si les anciens possédaient des techniques aussi avancées, quoi d'autre auraient-ils pu accomplir? Et pourquoi ce savoir a-t-il disparu? Un autre artefact mérite notre attention. Il s'agit d'une tablette unique, plus grande que les autres, qui semble être une carte. Non pas une carte au sens moderne du terme, avec des frontières politiques et des noms de villes, mais une représentation de la Terre vue d'en haut. Cette carte montre clairement le contour du golfe Persique, le tracé du Tigre et de l'Euphrate, et les montagnes du Zagros à l'est. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Les Sumériens connaissaient leur région, mais la carte ne s'arrête pas là. Elle s'étend vers l'ouest, montrant ce qui pourrait être la Méditerranée orientale. Elle s'étend vers le sud, indiquant une masse terrestre au-delà de l'Arabie. Et elle contient des annotations qui, une fois déchiffrées, mentionnent des terres au-delà des eaux, des royaumes du couchant et des îles de l'aurore. Comment les Sumériens, confinés selon notre compréhension à leur région fluviale, auraient-ils pu connaître des territoires aussi éloignés? Avaient-ils des contacts commerciaux plus étendus que nous ne le pensions? Ou bien cette carte était-elle, elle aussi, un héritage d'une époque antérieure, le vestige d'une civilisation qui avait exploré le monde bien avant que l'histoire officielle ne commence à s'écrire? Les questions s'accumulent et les réponses se font rares. Mais les preuves physiques ne sont que le premier pilier de notre enquête. Pour comprendre véritablement ce que ces découvertes signifient, nous devons nous tourner vers un autre type d'évidence. Les données scientifiques, les analyses géologiques et climatiques qui racontent une histoire que les tablettes ne font que suggérer. L'histoire de la Mésopotamie ne peut se comprendre sans celle de son climat. Cette région, aujourd'hui largement désertique, n'a pas toujours été ainsi. Les géologues et les paléoclimatologues ont reconstitué, grâce à l'analyse des carottes sédimentaires et des pollens fossiles, l'évolution du climat dans cette partie du monde au cours des derniers 20 000 ans. À la fin de la dernière période glaciaire, il y a environ 12 000 ans, le climat mondial a commencé à se réchauffer. Les glaciers qui couvraient une grande partie de l'Europe et de l'Amérique du Nord ont fondu, libérant d'énormes quantités d'eau douce dans les océans. Le niveau des mers a monté, redessinant les côtes du monde entier. Et dans la région du Moyen-Orient, les précipitations ont augmenté, transformant des zones arides en prairies verdoyantes. Cette période, que les scientifiques appellent l'optimum climatique holocène, a duré plusieurs millénaires. C'est durant cette période que l'agriculture est apparue, que les premiers villages permanents ont été construits, que les bases de la civilisation ont été posées. Du moins, c'est ce que nous pensions. Mais les nouvelles données géologiques suggèrent une image plus complexe. Des analyses récentes des sédiments du golfe Persique ont révélé des traces de perturbations majeures dans le climat régional. Des fluctuations brutales qui ne correspondent pas au schéma graduel que nous avions imaginé. Vers 7000 ans avant notre ère, une période de sécheresse intense semble avoir frappé la région. Les niveaux des fleuves ont chuté, les lacs se sont asséchés, et de vastes zones autrefois fertiles sont devenues inhospitalières. Puis, quelques siècles plus tard, le climat s'est brutalement inversé. Des pluies torrentielles ont inondé les plaines, les fleuves ont débordé de façon catastrophique, et des villages entiers ont été engloutis sous les eaux chaudes. Cette séquence de sécheresse suivie d'inondations correspond étrangement au récit sumérien du déluge. Ces récits, que nous connaissons à travers l'épopée de Gilgamesh et d'autres textes anciens, décrivent une catastrophe mondiale, une inondation envoyée par les dieux pour punir l'humanité. La plupart des chercheurs considéraient ces récits comme des mythes, des exagérations poétiques d'événements locaux. Mais les nouvelles données géologiques suggèrent que ces événements étaient bien réels et qu'ils étaient d'une ampleur bien plus grande que nous ne l'imaginions. Les carottes sédimentaires prélevées dans le fond du golfe Persique contiennent une couche distinctive, une strate d'argile fine mêlée de débris organiques qui marque un événement cataclysmique. Cette couche a été datée d'environ 5900 ans avant notre ère, soit quelques siècles avant l'émergence des premières cités sumériennes. Elle suggère une inondation massive,
un événement qui aurait recouvert de vastes étendues de terre sous plusieurs mètres d'eau. Si une telle catastrophe s'est réellement produite, elle aurait eu des conséquences dévastatrices pour les populations de la région. Des villages entiers auraient été détruits, des récoltes anéanties, des connaissances perdues, et ceux qui auraient survécu auraient dû tout reconstruire à partir de presque rien. Cela pourrait expliquer l'apparent surgissement soudain de la civilisation sumérienne, non pas comme une création ex nihilo, une invention spontanée de l'agriculture, de l'écriture et de l'urbanisme, mais comme une reconstruction, une renaissance. Les Sumériens n'auraient pas inventé la civilisation. Ils l'auraient héritée des survivants d'un monde englouti. Cette hypothèse trouve un soutien inattendu dans les tablettes récemment découvertes. Plusieurs d'entre elles font explicitement référence à des temps avant les eaux, à des cités englouties et à des sages qui ont traversé le déluge. Ces textes décrivent des personnages semi-mythiques comme le légendaire Ziusudra, l'équivalent sumérien de Noé, qui auraient préservé le savoir des temps anciens pour le transmettre aux générations futures. Pendant longtemps, ces récits ont été considérés comme de simples légendes, des histoires inventées pour expliquer l'inexplicable. Mais à la lumière des nouvelles preuves géologiques, ils prennent une dimension différente. Ils deviennent peut-être des témoignages, des souvenirs transmis de génération en génération d'un événement réel qui a façonné le destin de l'humanité. Les données isotopiques confirment cette image. L'analyse des ratios d'isotopes d'oxygène dans les coquillages fossiles du golfe Persique révèle des fluctuations de température et de salinité qui correspondent à des entrées massives d'eau douce dans le golfe. Ces entrées auraient été causées par la fonte rapide des glaciers dans les montagnes environnantes et par des précipitations exceptionnelles. De plus, les études des pollens fossiles montrent un changement brutal dans la végétation de la région à cette époque. Des espèces adaptées au milieu humide ont soudainement remplacé celles adaptées au climat plus sec, suggérant une transformation rapide et dramatique de l'environnement. La mathématique ne ment pas, même lorsque l'histoire le fait. Les chiffres, les courbes, les graphiques racontent une histoire que les textes anciens ne font que suggérer. Et cette histoire est celle d'un monde en bouleversement, d'une catastrophe climatique qui a remodelé le paysage et, avec lui, le destin des civilisations humaines. Mais les preuves scientifiques ne sont pas complètes sans leur contrepartie humaine, car les données géologiques nous disent ce qui s'est passé, mais elles ne nous disent pas ce que les gens ont ressenti, comment ils ont compris ces événements, comment ils les ont intégrés dans leur vision du monde. Pour cela, nous devons nous tourner vers les mythes, les légendes, les récits transmis de génération en génération depuis des temps immémoriaux. Les Sumériens avaient une cosmologie riche et complexe. Ils croyaient en un panthéon de dieux qui gouvernait tous les aspects de l'univers, de la création du monde à la conduite des affaires quotidiennes. Parmi ces dieux, certains étaient associés aux forces de la nature. Enlil, le dieu du vent et des tempêtes. Enki, le dieu des eaux souterraines et de la sagesse. Inanna, la déesse de l'amour et de la guerre. Ces dieux n'étaient pas des abstractions lointaines. Pour les Sumériens, ils étaient des présences réelles, des forces agissantes dans le monde. Et les mythes qui les concernaient n'étaient pas de simples divertissements. Ils étaient des tentatives d'expliquer le fonctionnement de l'univers, de donner un sens à un monde souvent chaotique et imprévisible. Le mythe du déluge occupe une place centrale dans la mythologie sumérienne. Dans sa version la plus ancienne, il raconte comment les dieux, irrités par le bruit incessant de l'humanité, décidèrent de l'anéantir par une inondation massive. Mais Enki, le dieu sage, avertit secrètement un homme pieux nommé Ziusudra, lui ordonnant de construire un bateau et d'y rassembler des spécimens de toutes les espèces vivantes. Ziusudra obéit. Il construisit le bateau, y embarqua sa famille et les animaux, et survécut au déluge qui dura 7 jours et 7 nuits. Lorsque les eaux se retirèrent, il offrit des sacrifices aux dieux, qui lui accordèrent l'immortalité et le transportèrent dans un pays lointain, au-delà des mers. Cette histoire ressemble étrangement à celle de Noé dans la Bible, et ce n'est pas une coïncidence. Les chercheurs ont depuis longtemps reconnu que le récit biblique du déluge dérive probablement de sources mésopotamiennes plus anciennes. Mais ce qui est nouveau, c'est la possibilité que ces mythes ne soient pas entièrement fictifs.
Les tablettes récemment découvertes ajoutent des détails inédits à cette histoire. Elles mentionnent non pas un seul déluge, mais plusieurs, survenus à des intervalles de plusieurs siècles. Elles décrivent des refuges dans les montagnes, des communautés de survivants qui ont préservé le savoir des temps anciens. Et elles font allusion à des maîtres d'avant le déluge, des sages qui possédaient des connaissances bien supérieures à celles de leurs descendants. Ces maîtres, selon les textes, avaient compris les mouvements des étoiles, les cycles des saisons, les secrets de la terre et de l'eau. Ils avaient reconstruit des cités magnifiques, développé des arts et des sciences aujourd'hui perdus. Et lorsque le déluge est venu, ils ont fait tout leur possible pour transmettre ce savoir à ceux qui survivraient. Peut-être n'étaient-ce pas des contes de fées, mais des avertissements. Des messages codés à travers les âges, nous rappelant que la civilisation est fragile, que ce qui a été construit peut être détruit, et que le savoir doit être préservé à tout prix. Les récits des anciens Sumériens ne sont pas les seuls à évoquer ces temps immémoriaux. Dans les montagnes du Kurdistan irakien, à quelques centaines de kilomètres au nord des plaines mésopotamiennes, vivent des communautés dont les traditions orales remontent à des millénaires. Ces populations, héritières des peuples qui ont habité ces régions depuis la nuit des temps, conservent dans leur mémoire collective des histoires qui font écho aux tablettes cunéiformes. Les anciens de ces villages racontent que leurs ancêtres sont venus des plaines, il y a très longtemps, fuyant une catastrophe terrible. Ils parlent d'eaux qui montèrent sans cesse, de villages engloutis en une nuit, de familles séparées par les flots déchaînés. Ces récits, transmis de père en fils pendant des générations innombrables, décrivent avec une précision troublante les mêmes événements que les textes sumériens. Mais ce qui rend ces traditions particulièrement fascinantes, c'est qu'elles contiennent des détails absents des sources écrites. Elles mentionnent des objets sacrés transportés par les réfugiés, des tablettes de pierre gravées de symboles anciens, des outils dont la fabrication était un secret jalousement gardé. Ces objets, selon les traditions, auraient été cachés dans des grottes des montagnes, protégés des envahisseurs et des catastrophes naturelles. Pendant longtemps, les archéologues ont considéré ces récits comme de simples folklores, des histoires inventées pour donner du prestige aux communautés locales. Mais récemment, des explorations dans certaines grottes du Kurdistan ont révélé des traces d'occupation humaine très anciennes, remontant à plus de 10 000 ans. Et dans quelques-unes de ces grottes, des gravures rupestres ont été découvertes, représentant des symboles qui ressemblent étrangement aux premiers caractères cunéiformes. Ces découvertes ne prouvent rien de façon définitive, mais elles suggèrent que les traditions orales contiennent peut-être plus de vérité que nous ne le pensions. Elles suggèrent que la mémoire humaine, même sans le support de l'écriture, peut préserver des souvenirs sur des périodes extraordinairement longues. Et si les mythes sumériens du déluge n'étaient pas des inventions, mais des souvenirs déformés par le temps, embellis par des générations de conteurs, mais fondés sur des événements réels. Cette possibilité change tout. Elle transforme les textes anciens en sources historiques, en témoignages d'un passé que nous pensions perdu à jamais. Les tablettes récemment découvertes dans la chambre secrète du temple d'Enki apportent un éclairage nouveau sur cette question. Parmi elles, plusieurs semblent être des copies de textes encore plus anciens, des transcriptions de récits oraux qui existaient avant même l'invention de l'écriture. Les scribes qui ont gravé ces tablettes ont pris soin d'indiquer qu'ils reproduisaient fidèlement les paroles des anciens, les récits transmis depuis les temps d'avant le déluge. L'un de ces textes décrit en détail la vie dans une cité légendaire nommée Eridu, que les Sumériens considéraient comme la plus ancienne ville du monde. Selon les textes conventionnels, Eridu était le lieu où la royauté était descendue du ciel, où les dieux avaient établi les fondations de la civilisation humaine. Mais les nouvelles tablettes vont plus loin. Elles décrivent Eridu comme une cité de tours majestueuses, de jardins suspendus, de canaux sillonnant des rues pavées de pierres blanches. Cette description ne correspond pas à ce que les archéologues ont trouvé sur le site d'Eridu, aujourd'hui un ensemble de ruines modestes dans le sud de l'Irak. Les fouilles ont révélé les restes de temples superposés, construits et reconstruits au fil des siècles, mais rien qui ressemble à la splendeur décrite dans les textes. Deux explications sont possibles. La première est que les scribes ont exagéré,
qu'ils ont embelli la réalité pour glorifier leur passé. C'est l'explication conventionnelle, celle que la plupart des chercheurs acceptent. Mais la seconde explication est plus troublante. Et si l'Éridu glorieuse des textes n'était pas le même site que les ruines que nous avons fouillées? Et si la véritable Eridu, la cité originelle, dormait ailleurs, sous les sables ou les eaux, attendant d'être découverte? Cette hypothèse n'est pas aussi folle qu'elle pourrait le paraître. Le niveau de la mer dans le golfe Persique a considérablement varié au cours des derniers millénaires. Il y a 15 000 ans, au plus fort de la dernière période glaciaire, le niveau des océans était environ 120 mètres plus bas qu'aujourd'hui. Le golfe Persique était alors une vallée fertile, traversée par les fleuves Tigre et Euphrate qui poursuivaient leur course vers l'océan Indien. Cette vallée, aujourd'hui submergée, aurait pu être le véritable berceau de la civilisation. Des communautés humaines auraient pu s'y établir, y développer l'agriculture et l'élevage, y construire les premières villes. Et lorsque les glaciers ont fondu, lorsque les eaux ont monté inexorablement, ces communautés auraient été forcées de fuir vers les terres plus élevées, emportant avec elles les souvenirs d'un monde englouti. Des études récentes utilisant la technologie sonar ont cartographié le fond du golfe Persique avec une précision sans précédent. Et les résultats sont intrigants. Sous les eaux peu profondes du golfe, des structures linéaires ont été détectées, des formations qui ne correspondent pas aux caractéristiques géologiques naturelles. Certains chercheurs ont suggéré qu'il pourrait s'agir de vestiges anthropiques, les restes de constructions humaines englouties il y a des millénaires. Ces structures n'ont pas encore été fouillées. L'archéologie sous-marine dans le golfe Persique est rendue difficile par les conditions environnementales et les tensions politiques de la région. Mais leur simple existence suggère que notre compréhension de l'histoire ancienne est incomplète. Sous les eaux calmes du golfe dorment peut-être les preuves d'une civilisation oubliée. Revenons aux tablettes de la chambre secrète. Parmi les textes les plus fascinants découverts dans ce trésor archéologique, plusieurs concernent l'astronomie. Les Sumériens étaient connus pour leurs observations célestes minutieuses. Ils avaient identifié les 5 planètes visibles à l'œil nu, établi un calendrier lunaire sophistiqué et développé un système mathématique sexagésimal, basé sur le nombre 60, que nous utilisons encore aujourd'hui pour mesurer le temps et les angles. Mais les tablettes de la chambre secrète révèlent des connaissances astronomiques qui dépassent de loin ce que nous pensions possible pour l'époque. L'une d'elles décrit le cycle de précession des équinoxes, ce lent basculement de l'axe terrestre qui fait que les étoiles semblent se déplacer dans le ciel au fil des millénaires. Ce cycle dure environ 26 000 ans, et sa découverte est généralement attribuée à l'astronome grec Hipparque, au IIe siècle avant notre ère. Pourtant, cette tablette sumérienne, vieille de plus de 4000 ans, décrit le même phénomène avec une précision remarquable. Elle indique que le point vernal, le lieu où le soleil se lève à l'équinoxe de printemps, se déplace lentement à travers les constellations du zodiaque, complétant un cycle complet en un peu plus de 25 000 ans. Ce chiffre est étonnamment proche des calculs modernes. Comment les Sumériens auraient-ils pu découvrir un phénomène qui nécessite des observations précises sur des périodes de plusieurs siècles, voire de plusieurs millénaires? La seule explication logique est qu'ils avaient accès à des archives astronomiques très anciennes, des observations accumulées sur d'immenses périodes de temps par leurs prédécesseurs. Ces archives leur auraient permis de comparer les positions des étoiles à différentes époques et d'en déduire le mouvement de précession. Cette possibilité suggère l'existence d'une tradition astronomique bien plus ancienne que les Sumériens eux-mêmes. Une tradition qui aurait traversé le déluge, préservée par des sages déterminés à sauver le savoir des temps anciens. Une autre tablette contient des calculs concernant les dimensions de la Terre. Elle décrit la planète comme une sphère, une conception que nous attribuons généralement aux philosophes grecs du 5e siècle avant notre ère. Mais plus surprenant encore, elle donne une estimation de la circonférence terrestre qui n'est pas éloignée de la réalité. Le chiffre mentionné, une fois converti en unité moderne, correspond à environ 42 000 km, soit une erreur de seulement 5% par rapport à la valeur réelle de 40 000 km. Comment une civilisation qui ne disposait pas de moyens de mesure modernes aurait-elle pu estimer avec une telle précision les dimensions de notre planète?
Les méthodes utilisées par les Grecs, comme les observations d'Ératosthène basées sur l'angle des ombres à différentes latitudes, nécessitent une compréhension sophistiquée de la géométrie et des moyens de communication sur de longues distances. Les Sumériens possédaient-ils de telles capacités ? Les tablettes ne nous donnent pas de réponse directe, mais elles suggèrent que les anciens possédaient des connaissances que nous avons sous-estimées, des savoirs transmis depuis des époques si reculées qu'elles échappent à notre chronologie conventionnelle. Parmi les découvertes les plus intrigantes de la chambre secrète se trouve un ensemble de tablettes qui semblent constituer un traité médical. La médecine sumérienne était déjà connue des chercheurs, grâce à d'autres textes anciens. Nous savions que les Sumériens utilisaient des remèdes à base de plantes, qu'ils pratiquaient certaines formes de chirurgie, qu'ils avaient développé une compréhension rudimentaire de l'anatomie humaine. Mais les tablettes de la chambre secrète vont bien au-delà. Elles décrivent des procédures chirurgicales complexes, incluant ce qui semble être des opérations de la cataracte et des réparations de fractures osseuses avec des attelles métalliques. Elles mentionnent des instruments dont la description correspond à des bistouris, des pinces et des aiguilles de suture. Et elles contiennent des recettes de médicaments qui, analysées par des pharmacologues modernes, révèlent des principes actifs encore utilisés aujourd'hui. L'une de ces recettes décrit la préparation d'un onguent antibactérien à base de miel, de myrrhe et d'écorce de saule. Le miel était connu pour ses propriétés antiseptiques, la myrrhe pour ses effets anti-inflammatoires, et l'écorce de saule contient de l'acide salicylique, le précurseur de l'aspirine. Cette combinaison, loin d'être une superstition primitive, représente une approche médicale sophistiquée basée sur des observations empiriques accumulées sur des générations. Mais ce qui est peut-être le plus surprenant, c'est que plusieurs de ces tablettes médicales font référence à des maladies qui ne devraient pas avoir été connues des Sumériens. Elles décrivent des symptômes qui correspondent à des infections parasitaires tropicales, des affections que l'on trouve aujourd'hui principalement en Afrique subsaharienne et en Asie du Sud. Comment des médecins mésopotamiens auraient-ils rencontré de telles maladies, à moins d'avoir eu des contacts avec des régions très éloignées ? Cette question nous ramène à la carte mystérieuse que nous avons évoquée précédemment. Si les Sumériens, ou leurs prédécesseurs, avaient véritablement exploré des régions lointaines, ils auraient pu rencontrer des maladies endémiques de ces territoires. Et les connaissances médicales qu'ils auraient acquises en traitant ces affections auraient été consignées dans leurs archives. L'image qui se dessine est celle d'une civilisation bien plus connectée au reste du monde que nous ne le pensions. Non pas une culture isolée développant ses innovations de façon indépendante, mais un nœud dans un réseau d'échanges couvrant peut-être des continents entiers. Cette idée trouve un écho dans un autre domaine, la linguistique. Les chercheurs ont depuis longtemps remarqué que la langue sumérienne est un isolat linguistique, c'est-à-dire qu'elle n'a aucun parent connu parmi les langues actuelles ou anciennes. Contrairement à l'akkadien, qui appartient à la famille sémitique, ou au hittite, qui est indo-européen, le sumérien semble surgir de nulle part. Cette singularité a alimenté de nombreuses spéculations. Certains ont suggéré que les Sumériens étaient des immigrants venus d'une région lointaine, apportant avec eux leur langue et leur culture. D'autres ont proposé que le sumérien était le dernier vestige d'une famille linguistique, autrefois répandue, mais aujourd'hui disparue. Les nouvelles tablettes apportent un élément intéressant à ce débat. Plusieurs d'entre elles contiennent des listes de mots avec leurs équivalents dans une langue inconnue, désignés simplement comme la langue des ancêtres. Ces listes suggèrent que les Sumériens eux-mêmes considéraient leur langue comme dérivée d'une forme plus ancienne, une langue originelle parlée par les sages d'avant le déluge. Malheureusement, les fragments de cette langue ancestrale qui apparaissent dans les tablettes sont trop limités pour permettre une analyse complète. Mais leur simple existence confirme que les Sumériens se voyaient comme les héritiers d'une tradition plus ancienne, les gardiens d'un savoir transmis depuis des temps immémoriaux. Cette conscience d'un héritage ancien se manifeste également dans l'architecture sumérienne. Les ziggourats, ces temples à degrés qui dominèrent les cités mésopotamiennes, n'étaient pas seulement des lieux de culte. Ils étaient, selon les textes, des répliques de montagnes sacrées, des tentatives de recréer dans la plaine alluviale les hauteurs où les ancêtres s'étaient réfugiés pendant le déluge. La ziggourature, l'une des mieux préservées,
s'élevait à plus de 20 mètres de hauteur, visible à des kilomètres à la ronde. Sa construction avait nécessité des millions de briques d'argile, cuites ou séchées au soleil, assemblées avec un mortier de bitume. L'ensemble était orienté selon les points cardinaux avec une précision qui témoigne de connaissances astronomiques avancées. Mais les nouvelles tablettes révèlent que cette ziggourate, aussi impressionnante soit-elle, n'était qu'une version réduite d'un modèle plus ancien. Elles décrivent des structures colossales, hautes de plusieurs centaines de coudées, couronnées d'observatoires où des prêtres astronomes scrutaient le ciel nuit après nuit. Ces structures, selon les textes, se dressaient dans les cités d'avant le déluge, témoins d'une grandeur que les Sumériens ne pouvaient qu'espérer égaler. Bien sûr, il est possible que ces descriptions soient exagérées, que les scribes aient embelli le passé pour glorifier leur tradition. L'humanité a toujours eu tendance à idéaliser un âge d'or révolu, mais il est également possible que ces récits contiennent un fond de vérité, que quelque part sous les sables ou les eaux dorment les vestiges d'une civilisation dont nous n'avons pas encore mesuré l'ampleur. La question qui se pose alors est celle de la continuité. Si une civilisation avancée existait réellement avant le déluge, comment son savoir a-t-il été préservé à travers la catastrophe ? Les tablettes offrent quelques indices. Elles décrivent des maisons de la sagesse, des institutions où des prêtres savants consacraient leur vie à l'étude et à la préservation des connaissances. Ces institutions auraient maintenu des archives considérables, des collections de tablettes couvrant tous les domaines du savoir humain. Et lorsque les signes avant-coureurs du déluge sont apparus, certains de ces sages auraient pris des mesures pour protéger leur héritage. Selon les textes, des copies des tablettes les plus importantes auraient été réalisées et cachées dans des lieux sûrs. Des chambres souterraines dans les montagnes, à l'abri des eaux montantes. D'autres auraient été confiées à des voyageurs chargés de les emporter vers des terres lointaines, créant ainsi des dépôts de savoir dispersés à travers le monde. Cette image évoque irrésistiblement les légendes d'autres cultures anciennes. Les Égyptiens parlaient d'une salle des archives cachée sous le Sphinx, contenant les connaissances d'une civilisation antédiluvienne. Les traditions hindoues mentionnent des sages qui auraient préservé les Védas à travers les cycles cosmiques de destruction et de renaissance. Les mythes grecs évoquent sur des héros civilisateurs qui auraient apporté les arts et les sciences à l'humanité après un cataclysme mondial. Ces parallèles sont-ils des coïncidences ? Ou témoignent-ils d'une mémoire commune, d'un souvenir fragmenté d'événements réels qui auraient touché l'ensemble de l'humanité ? La question reste ouverte, mais les nouvelles découvertes en Mésopotamie suggèrent que la seconde hypothèse mérite d'être sérieusement considérée. Laissons maintenant de côté les spéculations pour nous concentrer sur les faits établis. Quelles que soient leurs origines, les tablettes de la chambre secrète représentent une découverte archéologique majeure. Elles enrichissent considérablement notre compréhension de la civilisation sumérienne et, plus largement, des origines de la civilisation humaine. Leur analyse n'est pas encore terminée. Des équipes de chercheurs du monde entier travaillent actuellement au déchiffrement et à l'interprétation de ces textes. Les technologies d'intelligence artificielle permettent d'accélérer le processus. Mais chaque tablette révèle de nouvelles complexités, de nouveaux mystères à élucider. Ce qui est certain, c'est que notre vision de l'histoire ancienne est en train de changer. Les découvertes des dernières années, non seulement en Mésopotamie, mais aussi dans d'autres régions du monde, remettent en question le récit linéaire du progrès humain. Elles suggèrent une histoire plus complexe, faite de hauts et de bas, de civilisations qui s'élèvent et s'effondrent, de savoirs qui se perdent et se retrouvent. Cette nouvelle vision n'est pas déprimante. Au contraire, elle est porteuse d'espoir. Car si nos ancêtres ont pu préserver leur savoir à travers des catastrophes, si la flamme de la civilisation a pu être maintenue à travers les âges les plus sombres, cela signifie que la connaissance humaine est plus résiliente que nous ne le pensions. Cela signifie que même face aux défis les plus terribles, l'humanité a la capacité de survivre et de se reconstruire. Les sages sumériens qui ont scellé ces tablettes dans la chambre secrète du temple d'Enki l'avaient compris. Ils savaient que leur monde était fragile, que les eaux pouvaient monter à nouveau, que les cités pouvaient tomber en ruine. Mais ils savaient aussi que le savoir, une fois créé, peut traverser les âges.
Ils ont fait confiance aux générations futures pour retrouver leurs messages et pour comprendre leurs avertissements. Nous sommes ces générations futures. Et il est de notre responsabilité d'écouter ce que les anciens ont à nous dire. Les nuits sont longues dans le désert irakien. Quand le soleil disparaît derrière les dunes, la température chute brutalement et le silence s'installe. Un silence si profond qu'il semble venir d'un autre temps. C'est dans ces moments que les archéologues qui travaillent sur le site de la chambre secrète ressentent le plus intensément la présence du passé. Ils marchent sur une terre que des millions de personnes ont foulée avant eux, une terre qui a vu naître et mourir des empires, une terre qui garde jalousement ses secrets depuis des millénaires. L'équipe internationale chargée de l'étude des tablettes a établi son camp non loin des ruines du temple d'Enki. Chaque matin, avant que la chaleur ne devienne insupportable, les chercheurs descendent dans la chambre souterraine pour poursuivre leur travail méticuleux. Chaque tablette doit être photographiée sous différents angles, numérisée en 3 dimensions, analysée par des logiciels de reconnaissance de caractères. Le processus est lent, mais chaque nouvelle tablette déchiffrée apporte son lot de surprises. L'une des découvertes les plus remarquables concerne ce que les chercheurs ont appelé le catalogue des étoiles. Il s'agit d'une série de tablettes qui répertorient des centaines de corps célestes, avec leurs positions, leurs mouvements apparents et leurs caractéristiques observables. Ce catalogue va bien au-delà des listes stellaires sumériennes que nous connaissions déjà. Il inclut des objets que les astronomes modernes n'ont identifiés qu'avec des télescopes puissants. Parmi ces objets figure ce qui semble être une description de la nébuleuse d'Orion, ce nuage de gaz et de poussière, où naissent de nouvelles étoiles. La tablette la décrit comme une fumée céleste d'où jaillissent les lumières. Une image poétique mais scientifiquement exacte. Comment les anciens auraient-ils pu observer cette nébuleuse avec une telle précision ? À l'œil nu, elle apparaît comme une tache floue à peine visible. Pour distinguer sa structure, il faudrait des instruments optiques que les Sumériens n'étaient pas censés posséder. Certains chercheurs ont suggéré que les anciens avaient une acuité visuelle supérieure à la nôtre, que l'absence de pollution lumineuse leur permettait de voir des détails que nous ne pouvons plus percevoir. C'est une explication possible, mais elle n'explique pas comment ils auraient pu mesurer les distances relatives entre les étoiles avec la précision indiquée dans le catalogue. Une autre tablette mentionne les compagnons invisibles de certaines étoiles brillantes. Elle affirme que Sirius, l'étoile la plus lumineuse du ciel nocturne, possède un compagnon sombre qui tourne autour d'elle. Or, l'existence de Sirius B, une naine blanche effectivement invisible à l'œil nu, n'a été confirmée par les astronomes occidentaux qu'au XIXe siècle. Cette observation a suscité un débat intense parmi les chercheurs. Certains y voient la preuve de connaissances gastronomiques extraordinaires, transmises depuis des temps très anciens. D'autres suggèrent que le texte a été mal interprété, que le compagnon invisible fait référence à un phénomène symbolique plutôt qu'astronomique. Le débat n'est pas tranché, mais il illustre la complexité des questions soulevées par ces nouvelles découvertes. Les tablettes astronomiques ne sont pas les seules à défier nos attentes. Une série de textes concerne les mathématiques et plus particulièrement la géométrie. Les Sumériens étaient déjà connus pour leur maîtrise des mathématiques. Ils avaient même développé un système de numération positionnelle, inventé les premières tables de multiplication, résolu des équations quadratiques. Mais les tablettes de la chambre secrète révèlent une sophistication encore plus grande. L'une d'elles contient ce qui semble être une démonstration du théorème que nous attribuons à Pythagore, le fameux principe selon lequel le carré de l'hypoténuse d'un triangle rectangle est égal à la somme des carrés des deux autres côtés. Cette tablette est datée d'au moins 1000 ans avant la naissance du philosophe grec. Elle prouve que ce théorème était connu en Mésopotamie bien avant qu'il ne soit découvert en Grèce. Mais ce n'est pas tout. Une autre tablette présente une méthode pour calculer la valeur de pi, le rapport entre la circonférence d'un cercle et son diamètre. La valeur obtenue, exprimée en fractions sexagésimales, correspond à environ 3,1459, une précision remarquable qui ne sera pas égalée en Occident avant plusieurs siècles. Ces découvertes remettent en question notre vision eurocentrique de l'histoire des sciences. Nous avons tendance à considérer la Grèce antique comme le berceau de la pensée rationnelle, le lieu où la science est née.
Mais les tablettes sumériennes suggèrent que les Grecs étaient eux-mêmes les héritiers de traditions plus anciennes, qu'ils ont systématisées et développé des connaissances venues de l'Orient. Cette idée n'est pas nouvelle. Les philosophes grecs eux-mêmes reconnaissaient leur dette envers les civilisations orientales. Pythagore aurait voyagé en Égypte et en Babylonie pour y apprendre les secrets des prêtres. Platon fait référence aux sages de l'Orient dans plusieurs de ses dialogues, mais les nouvelles découvertes donnent une substance concrète à ces traditions. Elles montrent que le savoir ancien était plus vaste et plus profond que nous ne l'imaginions. Parmi les tablettes mathématiques, l'une a particulièrement retenu l'attention des chercheurs. Elle contient une série de nombres qui, au premier abord, semblent aléatoires. Mais une analyse plus approfondie a révélé qu'il s'agissait d'une séquence de nombres premiers. Ces nombres qui ne sont divisibles que par 1 et par eux-mêmes. La séquence s'étend jusqu'à des nombres de plusieurs milliers, bien au-delà de ce qui serait nécessaire pour des calculs pratiques. Pourquoi les anciens Sumériens auraient-ils été intéressés par les nombres premiers ? Ces nombres n'ont pas d'application pratique évidente dans l'agriculture, le commerce ou l'architecture. Leur étude relève des mathématiques pures, de la recherche désintéressée de la vérité. Leur présence sur ces tablettes suggère que les anciens ne se contentaient pas de résoudre des problèmes pratiques. Ils s'interrogeaient sur la nature profonde des nombres, sur les structures cachées de l'univers. Cette curiosité intellectuelle, cette recherche de la connaissance pour elle-même, est généralement considérée comme une caractéristique de la pensée grecque. Mais les tablettes sumériennes montrent qu'elle existait déjà des millénaires plus tôt, dans les temples de Mésopotamie. Les prêtres savants de ces temps anciens contemplaient le ciel et les nombres avec la même fascination que les philosophes d'Athènes, cherchant à comprendre l'ordre caché du cosmos. Passons maintenant à un autre aspect des découvertes de la chambre secrète. Les textes concernant la géographie et l'exploration. Nous avons déjà évoqué la carte qui semble représenter des régions bien au-delà de la Mésopotamie. Mais d'autres tablettes fournissent des détails encore plus intrigants. L'une d'elles décrit un voyage vers les terres du Levant, au-delà des montagnes et des déserts. Le récit mentionne des forêts immenses, des fleuves plus larges que le Tigre et l'Euphrate réunis, des animaux inconnus en Mésopotamie. La description évoque irrésistiblement l'Inde, avec ses jungles tropicales, ses grands fleuves comme le Gange et l'Indus, sa faune exotique. Si ce récit est authentique, il prouverait l'existence de contacts entre la Mésopotamie et le sous-continent indien dès une époque très reculée. Nous savons que de tels contacts existaient à l'époque historique. Les Sumériens commerçaient avec une civilisation qu'ils appelaient Meluhha, généralement identifiée avec la civilisation de l'Indus. Mais les tablettes de la chambre secrète suggèrent que ces contacts remontent bien plus loin dans le temps, peut-être même avant le déluge. Une autre tablette décrit un voyage dans la direction opposée, vers les terres du couchant. Le récit mentionne une mer intérieure aux eaux salées, des côtes rocheuses, des îles nombreuses. Cette description pourrait correspondre à la Méditerranée orientale, avec ses archipels grecs et ses côtes découpées. Le voyageur mentionne également des peuples qui construisaient des monuments de pierres massives, des demeures des dieux dressées vers le ciel. Cette référence a fait penser aux mégalithes que l'on trouve dans tout le bassin méditerranéen. Les temples de Malte, les nuragites de Sardaigne, les constructions cyclopéennes de Mycène. Si les Sumériens, ou leurs prédécesseurs, avaient véritablement exploré ces régions, ils auraient pu observer ces monuments et en rapporter la description dans leurs chroniques. Mais le récit de voyage le plus extraordinaire concerne une expédition vers le sud, au-delà de la mer qu'ils appelaient la mer inférieure, c'est-à-dire le golfe Persique et l'océan Indien. Le texte décrit un périple de plusieurs mois, longeant des côtes désertiques, traversant des détroits dangereux, affrontant des tempêtes terribles. Finalement, les voyageurs auraient atteint une terre lointaine où le soleil se levait et se couchait à des heures inhabituelles. Cette dernière indication est particulièrement intéressante. Elle suggère que les voyageurs avaient atteint des latitudes très différentes de la Mésopotamie, où la durée du jour varie de façon notable selon les saisons. Certains chercheurs ont proposé que ce récit décrive un voyage vers l'Afrique de l'Est, peut-être jusqu'à Madagascar, ou même au-delà. Bien sûr, ces interprétations restent spéculatives. Les récits de voyages anciens mélangent souvent observation et imagination,
réalité et légende. Mais leur simple existence témoigne d'une curiosité pour le monde extérieur, d'un désir d'explorer et de connaître qui dépasse les frontières de la vie quotidienne. Les tablettes géographiques contiennent également des informations sur les ressources naturelles des différentes régions. Elles mentionnent des gisements de métaux précieux, des forêts de bois rares, des sources de pierres semi-précieuses. Ces informations avèrent probablement une valeur commerciale, guidant les marchands vers les lieux où ils pouvaient se procurer les matériaux les plus recherchés. L'un de ces matériaux était le lapis lazuli, cette pierre d'un bleu profond que les Sumériens prisaient plus que l'or. Les tablettes indiquent que le lapis lazuli provenait des montagnes du Levant lointain, une description qui correspond aux gisements connus en Afghanistan, à plus de 2000 km de la Mésopotamie. Le fait que les Sumériens aient pu se procurer cette pierre témoigne de l'étendue de leurs réseaux commerciaux, ou du moins de ceux de leurs prédécesseurs. Les découvertes archéologiques confirment cette image d'échange à longue distance. Des objets en lapis lazuli ont été trouvés dans des tombes sumériennes vieilles de plus de 4000 ans. Des sceaux cylindres mésopotamiens ont été découverts jusqu'en Inde et en Égypte. Ces artefacts témoignent d'un monde ancien bien plus connecté que nous ne l'imaginions. Un monde où les idées, les techniques et les marchandises circulaient sur des milliers de kilomètres. Mais les tablettes de la chambre secrète suggèrent que ces échanges ne se limitaient pas aux biens matériels. Elles font référence à des savants étrangers qui seraient venus étudier dans les temples mésopotamiens, à des prêtres qui auraient pu voyager vers des terres lointaines pour partager leur savoir. Elles décrivent une communauté internationale de chercheurs de vérité, unis par leur quête commune de connaissances. Cette image est peut-être idéalisée. Les relations entre les peuples anciens étaient souvent marquées par la guerre et la conquête plutôt que par la coopération pacifique. Mais elle suggère qu'au-delà des conflits, il existait des réseaux d'échanges intellectuels qui transcendaient les frontières politiques et culturelles. Revenons maintenant aux aspects mythologiques de ces découvertes, car les tablettes de la chambre secrète ne contiennent pas seulement des données scientifiques et techniques. Elles incluent également des récits qui appartiennent au domaine du mythe, des histoires de dieux et de héros, de création et de destruction. L'un de ces récits concerne les origines de l'humanité. Selon les mythes sumériens conventionnels, les humains ont été créés par les dieux pour les servir, pour cultiver la terre et construire des temples. Mais les tablettes de la chambre secrète offrent une version plus élaborée de cette histoire. Elles décrivent les premiers humains comme des êtres imparfaits, créés à partir de l'argile mais animés par le souffle divin. Ces premiers humains vivaient dans un état de simplicité, ignorant les arts et les sciences, se nourrissant des fruits que la terre produisait spontanément. Puis, selon le récit, certains dieux auraient pris pitié de ces créatures et auraient décidé de leur enseigner les secrets de la civilisation. Ces dieux enseignants, appelés les Apkallu dans les textes sumériens conventionnels, sont décrits dans les tablettes de la chambre secrète avec beaucoup plus de détails. Ils auraient été 7, chacun maîtrisant un domaine particulier du savoir. L'un enseignait l'agriculture, un autre l'architecture, un autre la médecine, un autre l'astronomie, et ainsi de suite. Ensemble, ils auraient élevé l'humanité de son état primitif à celui de civilisation. Cette histoire rappelle les mythes de nombreuses autres cultures. Les Grecs parlaient de Prométhée, qui avait volé le feu aux dieux pour le donner aux hommes. Les Égyptiens vénéraient Thoth, le dieu de la sagesse, qui avait inventé l'écriture. Les Hindous racontèrent l'histoire des rishis, les sages primordiaux qui avaient reçu les Védas directement des dieux. Ces parallèles soulèvent une question fascinante. D'où viennent ces mythes ? Sont-ils des inventions indépendantes, nées de la tendance universelle de l'esprit humain à expliquer ses origines ? Ou bien témoignent-ils d'une source commune, d'un souvenir partagé d'événements réels qui auraient façonné les débuts de la civilisation ? Les tablettes de la chambre secrète semblent pencher vers la seconde hypothèse. Elles affirment explicitement que les récits qu'elles contiennent ne sont pas des inventions, mais des témoignages transmis de génération en génération depuis les temps les plus anciens. Les scribes qui les ont gravés prétendaient reproduire fidèlement les paroles des ancêtres, sans rien ajouter ni retrancher. Bien sûr, nous ne pouvons pas prendre ces affirmations au pied de la lettre. Les traditions orales se déforment inévitablement au fil du temps.
les détails s'estompent et s'embellissent. Mais la cohérence de ces récits, avec les données scientifiques que nous avons évoquées, les preuves géologiques du déluge, les traces de canaux anciens, les connaissances astronomiques avancées, suggèrent qu'ils contiennent au moins un noyau de vérité. L'un des mythes les plus frappants concerne la fin des temps d'avant le déluge. Selon ce récit, les dieux avaient averti certains sages que le monde allait être détruit, que les eaux allaient le monter et engloutir tout ce qui existait. Ces sages avaient été chargés de préserver le savoir, de construire des refuges où les archives pourraient en survivre à la catastrophe. Le récit décrit comment ces sages avaient travaillé jour et nuit pour copier les tablettes les plus importantes, pour rassembler les outils et les instruments essentiels, pour préparer des provisions pour les temps difficiles à venir. Ils savaient que beaucoup seraient perdus, que des villes entières disparaîtraient sous les flots. Mais ils espéraient que quelque chose survivrait, que la flamme de la connaissance ne s'éteindrait pas complètement. Et puis, le déluge était revenu. Les tablettes décrivent des pluies torrentielles qui durèrent des jours et des nuits, des fleuves qui débordèrent de leurs lits, des mers qui envahissaient les terres. Les cités des plaines furent englouties, leurs habitants emportés par les eaux. Seuls ceux qui avaient fui vers les montagnes ou qui avaient reconstruit des bateaux survécurent. Après le déluge, selon le récit, les survivants redescendirent lentement vers les plaines. Ils retrouvèrent un monde transformé, méconnaissable. Les repères familiers avaient disparu. Les anciennes routes étaient effacées. Mais dans les refuges des montagnes, les archives avaient survécu, et avec elles, la possibilité de reconstruire. Ce récit de préservation et de renaissance est peut-être le message le plus important des tablettes de la chambre secrète. Il nous rappelle que la civilisation est fragile, qu'elle peut être détruite en quelques jours par les forces de la nature. Mais il nous rappelle aussi que le savoir peut survivre, que l'esprit humain a la capacité de transcender les catastrophes et de recommencer. Les Sumériens qui ont fondé les premières cités de l'histoire étaient peut-être les héritiers de cette renaissance. Ils auraient reconstruit sur les ruines d'un monde perdu, utilisant le savoir préservé par leurs ancêtres pour créer une nouvelle civilisation. Et cette civilisation, à son tour, aurait transmis son héritage aux cultures qui lui ont succédé, créant une chaîne ininterrompue qui nous relie aux temps les plus anciens. Cette perspective change notre compréhension de l'histoire. Elle suggère que le progrès humain n'est pas une ligne droite ascendante, mais une spirale, avec des hauts et des bas, des avancées et des reculs. Elle suggère que nous ne sommes pas les premiers à atteindre un certain niveau de développement, que d'autres avant nous ont peut-être été aussi avancés, voire plus. Cette idée peut sembler déstabilisante. Nous aimons penser que nous sommes au sommet de l'évolution, que notre civilisation représente le point culminant de l'histoire humaine. Mais les tablettes de la chambre secrète nous invitent vers l'humilité. Elles nous rappellent que d'autres ont vécu avant nous, ont aimé et souffert, ont cherché à comprendre le monde et à améliorer leur existence. Et un jour, peut-être, d'autres viendront après nous, qui regarderont nos ruines avec la même curiosité que nous regardons celles de Sumer. Mais cette perspective est aussi porteuse d'espoir. Car si l'humanité a survécu à des catastrophes dans le passé, elle peut survivre à celles qui l'attendent peut-être dans l'avenir. Et si le savoir a pu être préservé à travers les millénaires, malgré les déluges et les effondrements, il peut continuer à l'être. Notre responsabilité à part, c'est de maintenir cette flamme, de transmettre aux générations futures ce que nous avons appris, pour qu'elles puissent à leur tour bâtir sur nos fondations. Les archéologues qui travaillent sur les tablettes de la chambre secrète sont conscients de cette responsabilité. Ils savent que leur travail n'est pas seulement académique, qu'il a une signification plus large. En déchiffrant ces textes anciens, ils rétablissent un lien avec nos ancêtres. Ils récupèrent un héritage qui semblait perdu à jamais. Et ils nous rappellent que nous faisons partie d'une histoire plus vaste. Une histoire qui a commencé bien avant nous et qui continuera bien après. Le soleil se lève sur le désert irakien, baignant les ruines du temple d'Enki d'une lumière dorée. Une nouvelle journée de travail commence pour les chercheurs. Quelque part dans les profondeurs de la Terre, d'autres secrets attendent peut-être d'être découverts. D'autres tablettes, d'autres artefacts, d'autres témoignages d'un passé que nous commençons à peine à entrevoir.
Et nous, auditeurs de cette histoire, nous restons avec nos questions. Qui étaient vraiment les ancêtres des Sumériens? Quelle était l'étendue de leur savoir? Et que nous reste-t-il à découvrir sur les origines véritables de notre civilisation? Les étoiles brillent au-dessus de la Mésopotamie comme elles brillaient il y a 5000 ans, comme elles brillaient il y a 10 000 ans, comme elles brilleront encore dans des millénaires lorsque nos propres civilisations ne seront plus que poussière. Cette permanence du ciel nocturne est peut-être ce qui a poussé nos ancêtres à lever les yeux, à chercher dans les constellations des réponses aux questions qui les tourmentaient. Qui sommes-nous? D'où venons-nous? Où allons-nous? Ces questions résonnent à travers les âges, portées par le vent du désert, gravées dans l'argile des tablettes, murmurées dans les prières des temples. Et aujourd'hui, alors que nous contemplons les découvertes extraordinaires de la chambre secrète du temple d'Enki, ces mêmes questions se posent à nous avec une urgence renouvelée. Récapitulons ce que nous avons appris au cours de ce voyage. Nous avons découvert des artefacts physiques dont la précision défie toute explication conventionnelle. Des cylindres gravés de caractères microscopiques, des schémas hydrauliques correspondant à des structures réelles enfouies sous les sables, des cartes montrant des régions que les Sumériens n'étaient pas censés connaître. Ces objets tangibles, mesurables, analysables, constituent le premier pilier de notre enquête. Nous avons ensuite examiné les données scientifiques, les preuves géologiques et climatiques qui racontent une histoire de catastrophe et de renaissance. Les carottes sédimentaires du golfe Persique, les traces d'inondations massives, les fluctuations brutales du climat régional. Ces données confirment que des événements cataclysmiques se sont réellement produits à l'époque indiquée par les textes anciens. La science, loin de réfuter les mythes, semble les corroborer. Enfin, nous avons plongé dans les récits mythologiques, ces histoires transmises de génération en génération depuis des temps immémoriaux. Le déluge, les sages d'avant les eaux, les maisons de la sagesse où le savoir était préservé. Ces récits, que nous considérions comme de simples légendes, prennent un sens nouveau à la lumière des preuves physiques et scientifiques. Si nous assemblons ces trois éléments, la pierre, la terre et la mémoire, l'image qui se forme est profondément différente de celle que l'on nous a enseignée. Elle suggère que la civilisation humaine est bien plus ancienne que nous ne le pensions, qu'elle a connu des hauts et des bas que nos manuels d'histoire ignorent, qu'elle a traversé des catastrophes qui ont effacé presque toutes les traces de son passé. Cette image soulève une question vertigineuse. Si une civilisation avancée existait avant le déluge, une civilisation capable de mesurer les dimensions de la Terre, d'observer les étoiles avec une précision remarquable, de construire des réseaux hydrauliques s'étendant sur des centaines de kilomètres, que lui est-il arrivé? Comment un tel niveau de développement a-t-il pu être perdu? La réponse, si les tablettes sont fiables, réside dans la catastrophe elle-même. Le déluge n'aurait pas été un simple événement local, une inondation parmi d'autres. Il aurait été un cataclysme d'une ampleur mondiale, détruisant les centres de population, interrompant les réseaux commerciaux, effaçant les infrastructures accumulées sur des siècles. Face à une telle destruction, même la civilisation la plus avancée serait réduite à ses éléments les plus basiques. Les survivants auraient dû recommencer presque de zéro, cultivant la terre avec des outils rudimentaires, reconstruisant leur village brique par brique. Le savoir théorique, préservé dans les archives des montagnes, aurait été d'une utilité limitée sans les moyens techniques de le mettre en pratique. Imaginez un ingénieur moderne, projeté dans un monde sans électricité, sans métaux raffinés, sans machines. Ses connaissances seraient immenses, mais sa capacité à les appliquer serait sévèrement limitée. Cette hypothèse explique la contradiction apparente entre la sophistication des connaissances contenues dans les tablettes et le niveau de développement matériel des Sumériens historiques. Les Sumériens auraient hérité d'un savoir qu'ils ne pouvaient pas entièrement utiliser, d'une sagesse qui dépassait leurs moyens techniques. Ils auraient été les gardiens d'un trésor dont ils ne possédaient pas toutes les clés. Au fil des générations, ce savoir se serait progressivement reconstitué. Les techniques auraient été redécouvertes, les infrastructures reconstruites, les connaissances appliquées. La civilisation sumérienne que nous connaissons serait le résultat de cette lente reconstruction, le fruit d'un effort s'étendant sur des siècles pour retrouver la grandeur perdue. Cette perspective éclaire d'un jour nouveau de nombreux mystères de l'histoire ancienne.
Elle explique pourquoi les civilisations anciennes semblent parfois posséder des connaissances en avance sur leur temps. Elle explique les similarités troublantes entre les mythologies de cultures séparées par des océans. Elle explique pourquoi tant de traditions parlent d'un âge d'or révolu, d'un temps où les dieux marchaient parmi les hommes et leur enseignaient les secrets de l'univers. Mais elle soulève aussi des questions troublantes sur notre propre époque. Si une civilisation avancée a pu s'effondrer dans le passé, victime des forces de la nature qu'elle ne pouvait pas contrôler, qu'est-ce qui nous garantit que la nôtre ne connaîtra pas le même sort ? Nous aimons penser que notre technologie nous protège, que nos connaissances nous rendent invulnérables. Mais les tablettes de la chambre secrète nous rappellent que d'autres avant nous ont peut-être pensé la même chose. Les changements climatiques, les catastrophes naturelles, les pandémies, ces menaces qui pèsent sur notre monde moderne ne sont pas nouvelles. Elles ont frappé l'humanité à de nombreuses reprises au cours de son histoire. Et chaque fois, des civilisations qui semblaient inébranlables se sont effondrées, leurs monuments réduits en ruines, leur savoir dispersé aux quatre vents. Ce constat n'est pas une invitation au fatalisme. Au contraire, il est un appel à la vigilance et à la responsabilité. Si nous comprenons que la civilisation est fragile, nous serons peut-être plus enclins à la protéger. Si nous savons que le savoir peut se perdre, nous serons peut-être plus déterminés à le préserver. Les sages sumériens qui ont scellé les tablettes dans la chambre secrète du temple d'Anki l'avaient compris. Ils savaient que leur monde pouvait disparaître, que les eaux pouvaient remonter à nouveau, que les cités pouvaient tomber en poussière. Mais ils ont refusé de se résigner. Ils ont fait tout ce qui était en leur pouvoir pour transmettre leur héritage aux générations futures, espérant que quelqu'un, un jour, retrouverait leur message et comprendrait leurs avertissements. Nous sommes les destinataires de ces messages. Après 5 millénaires d'attente, les tablettes ont été retrouvées, déchiffrées, étudiées, et maintenant, il nous appartient de décider ce que nous en ferons. Allons-nous ignorer les leçons du passé, répéter les erreurs de nos ancêtres, ou allons-nous écouter leur sagesse, apprendre de leur expérience, construire un avenir plus résilient ? Les découvertes de la chambre secrète ne sont pas seulement importantes pour les historiens et les archéologues. Elles ont une signification pour chacun d'entre nous, car elles nous rappellent qui nous sommes et d'où nous venons. Elles nous montrent que nous faisons partie d'une histoire plus vaste, une histoire qui a commencé bien avant notre naissance et qui continuera bien après notre mort. Cette perspective peut sembler écrasante. Face à l'immensité du temps, nos vies individuelles paraissent insignifiantes, de simples gouttes d'eau dans l'océan de l'histoire. Mais elle peut aussi être source de réconfort, car elle signifie que nous ne sommes pas seuls, que d'autres avant nous ont affronté les mêmes défis, posé les mêmes questions, cherché les mêmes réponses, et leurs efforts n'ont pas été vains. Ils nous ont légué un monde où la civilisation existe, où le savoir est préservé, où la quête de la vérité se poursuit. Les tablettes de la chambre secrète sont un témoignage de cet effort. Elles représentent des heures innombrables de travail, des années de réflexion et d'observation, des générations de transmission patiente. Les scribes qui les ont gravées ne connaîtraient jamais ceux qui les liraient. Et pourtant, ils ont accompli leur tâche avec soin et dévouement, confiant leur héritage à l'avenir, avec l'espoir qu'ils seraient reçus et compris. Nous leur devons au moins la même chose. Nous devons préserver notre propre savoir, le transmettre aux générations futures, construire des ponts vers un avenir que nous ne verrons jamais. C'est la responsabilité de chaque génération envers celles qui suivront, le fil invisible qui relie le passé au futur à travers le présent fugitif. Les chercheurs qui travaillent sur les tablettes de la chambre secrète sont conscients de cette responsabilité. Ils ne se contentent pas de déchiffrer des textes anciens pour satisfaire leur curiosité intellectuelle. Ils participent à une entreprise millénaire, la préservation et la transmission du savoir humain. Et leur travail, aussi modeste qu'il puisse paraître, s'inscrit dans une chaîne ininterrompue qui remonte aux temps les plus anciens. Mais les tablettes ne sont pas seulement des sources d'informations historiques. Elles sont aussi des œuvres d'art, des témoignages de la créativité et de la sensibilité de leurs créateurs. Les scribes qui les ont gravées n'étaient pas de simples copistes. Ils étaient des artistes, des penseurs, des individus avec leurs propres espoirs et leurs propres craintes. Certaines tablettes contiennent des annotations personnelles,
des remarques en marge qui révèlent la personnalité de leurs auteurs. L'un d'eux se plaint de la fatigue de son travail, des longues heures passées à graver dans l'argile sous la lumière vacillante des lampes à huile. Un autre exprime son émerveillement devant les connaissances qu'il transcrit, son sentiment d'être en contact avec des vérités qui dépassent sa compréhension. Un troisième adresse une prière aux dieux, demandant que son travail soit préservé et que son nom soit rappelé par les générations futures. Ces voix humaines, qui nous parviennent à travers les millénaires, sont peut-être ce qu'il y a de plus précieux dans les tablettes de la chambre secrète. Elles nous rappellent que derrière les données et les analyses, il y a des êtres humains, des individus qui ont vécu, aimé, souffert, espéré. Ils étaient différents de nous par bien des aspects, leur langue, leur culture, leur vision du monde. Mais ils étaient aussi semblables à nous par l'essentiel, leur curiosité, leur désir de comprendre, leur besoin de donner un sens à leur existence. Cette humanité partagée est peut-être le message le plus profond des tablettes. Malgré les millénaires qui nous séparent de leurs auteurs, malgré les différences de culturelles et linguistiques, nous pouvons les comprendre. Nous pouvons ressentir leur émerveillement devant les mystères de l'univers, leur fierté devant leurs accomplissements, leur inquiétude face à un avenir incertain. Ces émotions sont universelles. Elles transcendent pour le temps et l'espace pour nous relier à nos ancêtres les plus lointains. Et c'est peut-être cette connexion qui donne son véritable sens à l'archéologie et à l'étude du passé. Non pas simplement l'accumulation de données et de faits, mais la rencontre avec d'autres êtres humains. La découverte de ce qui nous unit au-delà de tout ce qui nous sépare. Les tablettes de la chambre secrète sont une invitation à cette rencontre, un pont jeté à travers les siècles pour nous permettre de toucher, ne serait-ce qu'un instant, l'âme de ceux qui nous ont précédés. Les nuits sont longues dans le désert irakien, mais elles ne sont pas silencieuses. Le vent murmure parmi les ruines, portant des échos de voix anciennes. Les étoiles brillent comme elles brillaient il y a 5000 ans, comme elles brilleront encore dans des millénaires. Et quelque part, dans les profondeurs de la terre, d'autres secrets attendent peut-être d'être découverts. La chambre secrète du temple d'Enki n'est probablement pas unique. Si les anciens sages ont pris soin de préserver leur savoir en un lieu, ils l'ont probablement fait en d'autres. Des dépôts similaires pourraient exister sous d'autres temples, dans d'autres régions de la Mésopotamie ou au-delà. Chaque nouvelle découverte pourrait enrichir notre compréhension, combler les lacunes, répondre aux questions qui restent sans réponse. Les technologies modernes ouvrent de nouvelles possibilités d'exploration. Les satellites peuvent détecter des structures enfouies sous des mètres de sable. Les drones équipés de capteurs spéciaux peuvent cartographier des sites inaccessibles aux humains. L'intelligence artificielle peut analyser des milliers de tablettes en une fraction du temps qu'il faudrait à des équipes de chercheurs. Nous sommes mieux équipés que jamais pour explorer le passé. Mais la technologie seule ne suffit pas. Il faut aussi de la volonté, des ressources et surtout de la curiosité. La curiosité qui pousse les chercheurs à passer des années sur des sites désertiques, à déchiffrer des langues mortes, à reconstituer patiemment les fragments d'un passé brisé. Cette curiosité est peut-être le trait le plus caractéristique de l'humanité, ce qui nous distingue de toutes les autres créatures de la Terre. Les sages sumériens qui ont créé les tablettes de la chambre secrète possédaient cette curiosité. Ils voulaient comprendre le monde, percer ses mystères, transmettre leurs découvertes à ceux qui viendraient après eux. Et malgré tous les obstacles, malgré les catastrophes et les siècles d'oubli, leur message nous est parvenu. Leur curiosité a triomphé du temps. Nous sommes les héritiers de cette curiosité. Chaque fois que nous levons les yeux vers les étoiles, chaque fois que nous nous interrogeons sur nos origines, chaque fois que nous cherchons à comprendre le monde qui nous entoure, nous perpétuons la tradition des anciens sages. Nous faisons partie de la même quête, une quête qui a commencé il y a des millénaires et qui ne s'achèvera peut-être jamais. Car les réponses que nous trouvons soulèvent toujours de nouvelles questions. Chaque découverte ouvre de nouveaux horizons, révèle de nouveaux mystères. Et c'est peut-être ainsi que cela doit être. La quête du savoir n'a pas de fin. Elle est un voyage plutôt qu'une destination. Et c'est le voyage lui-même qui donne un sens à notre existence. Les tablettes de la chambre secrète
nous ont rappelé que nous ne sommes pas les premiers à entreprendre ce voyage. D'autres avant nous ont marché sur le même chemin, ont posé les mêmes questions, ont cherché les mêmes réponses. Certains de leurs découvertes ont été perdus, engloutis par les eaux ou enfouis sous les sables. Mais d'autres ont survécu, transmises de génération en génération, préservées dans des chambres secrètes ou gravées dans la mémoire collective de l'humanité. Et maintenant, alors que nous nous approchons de la fin de ce voyage ensemble, il est temps de nous demander ce que nous ferons de ce que nous avons appris. Allons-nous retourner à nos vies quotidiennes, oublier les mystères du passé, nous concentrer sur les préoccupations du présent? Ou allons-nous garder en nous une étincelle de cette curiosité ancienne, un désir de continuer à explorer, à questionner, à chercher? La réponse appartient à chacun d'entre nous. Mais je crois que les sages sumériens auraient voulu que nous choisissions la seconde option. Ils n'ont pas pris la peine de graver leurs connaissances dans l'argile, de les sceller dans des chambres secrètes, de les préserver à travers les millénaires pour que nous les ignorions. Ils voulaient que nous apprenions, que nous comprenions, que nous poursuivions leur œuvre. La nuit avance dans le désert irakien. Les étoiles tournent lentement dans le ciel, suivant les mêmes trajectoires qu'elles suivaient il y a 5000 ans. Quelque part, dans une tente de chercheurs, une lampe brille encore, éclairant une tablette couverte de caractères cunéiformes. Un archéologue penché sur la tablette déchiffre un nouveau passage, découvre un nouveau fragment de savoir perdu, ajoute une nouvelle pièce au puzzle de notre passé. Et nous, dans le confort de nos maisons modernes, nous écoutons cette histoire. Nous nous laissons porter par les mots. Nous voyageons dans le temps et l'espace pour toucher les vestiges d'une civilisation disparue. Nous faisons partie de cette chaîne qui relie le passé au futur. Les anciens sages aux chercheurs d'aujourd'hui. Les questions d'hier aux réponses de demain. Si tu as apprécié ce voyage à travers les mystères de la Mésopotamie ancienne, si ces découvertes ont éveillé en toi une curiosité pour le passé oublié de notre humanité, alors je t'invite à t'abonner pour ne manquer aucune de nos futures explorations. Chaque semaine, nous plongeons ensemble dans les recoins les plus obscurs de l'histoire. Nous questionnons les récits officiels, nous cherchons les vérités cachées sous les couches de temps et d'oubli. Et maintenant, alors que tu fermes les yeux pour glisser vers le sommeil, emporte avec toi cette pensée. Quelque part sous les sables du désert, quelque part dans les profondeurs des océans, quelque part dans les grottes des montagnes, d'autres secrets attendent d'être découverts. D'autres tablettes, d'autres artefacts, d'autres témoignages d'un passé que nous commençons à peine à entrevoir. Et peut-être, si nous avons la patience et la curiosité de les chercher, nous trouverons les réponses aux questions qui nous hantent depuis l'aube de la conscience humaine. Le passé n'est pas mort, il n'est même pas passé. Il vit en nous, dans nos gènes, dans nos langues, dans nos mythes et nos rêves. Et chaque fois que nous nous tournons vers lui avec respect et curiosité, nous renouons le fil qui nous relie à nos ancêtres, nous reconnaissons notre place dans la grande histoire de l'humanité. Peut-être que ce que nous voyons dans les tablettes de Mésopotamie n'est pas seulement le passé de civilisations disparues. Peut-être est-ce un miroir qui nous renvoie notre propre image, un avertissement sur la fragilité de tout ce que nous construisons, un rappel que le temps finit toujours par effacer les œuvres des hommes, mais aussi un espoir. Car si le savoir a pu traverser le déluge, si la flamme de la civilisation a pu se rallumer après les catastrophes les plus terribles, alors peut-être l'humanité est-elle plus résiliente que nous ne le pensons. Regardons-nous le passé de nos ancêtres ou notre propre futur? Cette question reste ouverte, suspendue dans le silence de la nuit. Et peut-être est-ce ainsi que cela doit être, car certaines questions sont plus précieuses que leurs réponses. Le vent souffle sur les ruines de Sumer, portant les murmures des anciens vers les étoiles éternelles. Et quelque part, dans la chambre secrète d'un temple oublié, les tablettes reposent dans l'obscurité, gardant leurs derniers secrets pour ceux qui auront le courage de les chercher. Bonne nuit, voyageur du temps. Que tes rêves te portent vers les mystères du passé et que tu te réveilles avec une curiosité renouvelée pour les merveilles de notre monde ancien. Car le plus grand mystère n'est peut-être pas ce que nous avons perdu, mais ce que nous pourrions encore découvrir.